Critique, reproche, comparaison, est-ce qu'il vous arrive ou est-ce qu'il vous est déjà arrivé de devoir faire face à la critique, notamment celle qui vient de proches? Sujet délicat et sensible, n'est-ce pas? Derrière les critiques se cache souvent autre chose. Une souffrance, un besoin, une peur peut-être. Et c'est là que commence le chemin de la compréhension et de la paix intérieure. Aujourd'hui, je vous propose de comprendre pourquoi certaines personnes critiquent, d'illustrer cela par quelques exemples personnels vécus pour activer les jeux de résonance, et enfin, nous explorerons ensemble 8 clés puissantes, plus une en bonus, pour rester ancrés et alignés face à ces dynamiques souvent inconscientes, mais ô combien impactantes. Bienvenue donc aujourd'hui dans ce tout nouveau Sérénité au féminin, explorer, ressentir, rayonner, le podcast qui accompagne les femmes à gagner en sérénité émotionnelle et relationnelle, en conscience et liberté d'être soi. Pour rappel, si vous appréciez ce podcast, je vous informe ou rappelle qu'à compter du 15 juin et jusqu'à nouvel ordre, il sera diffusé exclusivement sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous l'appréciez, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rater aucun des épisodes suivants. Merci d'avance pour votre fidélité et votre présence. Souvenez-vous aussi que pour suivre mon actualité, bénéficier de clés supplémentaires et d'offres privées, le plus simple est de vous abonner à ma lettre d'information. Et pour aller un peu plus loin, vous avez la possibilité de vous inscrire gratuitement à mes ateliers et conférences en ligne offerts, l'occasion d'approfondir et de se découvrir dans un cadre privé. Vous trouverez toutes les informations utiles pour cela dans la description de cet épisode. C'est parti donc pour ce voyage, un voyage au pays de la critique dont j'espère que vous repartirez avec dans vos bagages une perception différente et ou des pistes de réflexion, des clés à appliquer pour garder et ou retrouver le cap de la sérénité encore plus facilement dans de telles circonstances. C'est parti, vous êtes prêtes? Alors d'abord, quelques exemples vécus cette semaine pour activer les jeux de résonance. Depuis des années, il y a une personne proche avec laquelle je partage maintenant la responsabilité d'être aidante qui me critique régulièrement et le fait généralement publiquement. Alors j'ai déjà évoqué, souvenez-vous, dans un précédent épisode, pourquoi et combien ceci est une réelle maladresse qui nuit à une communication saine dans les jeux relationnels. Je vous remets la petite fiche de cet épisode si vous ne l'avez pas encore écouté. J'évoquerai aussi les progrès. Oui, souligner les progrès de chacune, même a posteriori, est important. Car, certes, le schéma est parfois encore présent, mais les progrès sont là eux aussi. Alors, pour résumer, mardi dernier, aux yeux de cette personne, elle est tankée, là, présente. Ce sont ses mots. Et je suis, à ses yeux, la grande absente, invisible, fautive, différente, celle qui n'est pas assez ceci ou cela. Ce à quoi, après avoir posé une limite, j'ai pu prendre le contre-pied en disant « Oui, c'est vrai, je sais rien, t'as raison, je ne fais rien, je ne suis jamais là, je ne m'occupe de rien. » Et le fait d'avoir pu réagir comme cela a permis le rééquilibrage perceptif quasi immédiat par son « Mais non, ce n'est pas vrai, tu gères aussi beaucoup de choses à distance, tu checkes et tu fais cela très bien, moi ça vraiment, je ne sais pas faire. » À ses yeux, je suis aussi celle qui vient en covoiturage, alors qu'elle vient, elle, avec sa voiture et a plus de route à faire. Qu'est-ce que peut vouloir dire ce genre de propos? Outre l'aspect écologique, économique, sympa, le covoiturage est aussi un temps où je me laisse conduire, me repose, en sachant que les séjours toulousains sont toujours assez intenses. Et je me ressource lors de ces trajets en covoiturage. Vous savez, si vous êtes aidant, aidante, combien il est important de ménager ces bulles de ressourcement. Je le fais
rien ne l'empêche de le faire. Sachez que des fois, ce type de reproche peut aussi être juste là parce que vous vous autorisez quelque chose que l'autre ne s'autorise pas, ou pas encore, ou que vous rayonnez quelque chose qu'il n'arrive pas à être alors qu'il aimerait cela. Tout ça, ce sont aussi des mécanismes inconscients. Et puis, à ses yeux, je suis aussi celle qui attaque quand je pose des limites à son dénigrement public. Nous verrons aussi plus loin pourquoi le fait de poser un stop peut être perçu comme une attaque. Et c'est important, donc restez vraiment avec moi jusqu'au bout. Dans cette expérience d'aidante, nous sommes pourtant sur vraiment des responsabilités partagées et complémentaires. Au fil du temps et de ma quête intérieure, j'ai compris, comprends, intègre que ces critiques parlent moins de moi que de son propre ressenti, de son propre vécu, de sa propre histoire. Alors avant de revisiter chaque critique sous un angle différent, essayons de comprendre d'un point de vue psychologique pourquoi certaines personnes critiquent et ou prennent un stop comme une attaque. Est-ce que vous êtes prête pour l'interlude psycho? Alors pourquoi certaines personnes critiquent? La psychologue Christelle Petit-Colin nous dit que la critique constante, ou la critique tout court d'ailleurs, est souvent une projection. On attaque l'autre pour éviter de regarder ses propres blessures. Une étude de Baumeister de 2003 a montré que les personnes avec une faible estime d'elles-mêmes sont plus enclines à critiquer les autres pour se valoriser temporairement. Et selon une publication de Personality and Social Psychology Bulletin, les personnes qui critiquent souvent sont 31% plus insatisfaites de leur propre vie. Autre chose, quand vous posez un stop, là, ça suffit, arrête de me dénigrer en public, par exemple, et que la personne vous accuse immédiatement de l'attaquer, alors qu'en fait, vous faites juste remarquer que le mode reproche en public est encore activé. Psychologiquement, cela s'explique par une perception défensive. Quand une personne vit dans un inconfort ou une fragilité non conscientisée, toute mise en limite est perçue comme une agression. C'est important de comprendre ça, hein. Le cerveau émotionnel, lorsqu'il est déclenché, comme l'a montré Daniel Goleman, empêche la réflexion, la nuance, l'écoute. Et dans ces moments-là, on est dans une forme de dérégulation. C'est ce qu'on appelle le hijack émotionnel. Résultat, votre stop devient son alerte rouge. Et pourtant, poser une limite est un acte d'intelligence émotionnelle. Alors, clé numéro 1 à bien intégrer, c'est ce n'est pas à propos de vous. Ce n'est pas à propos de vous. Quand quelqu'un critique, il exprime une faille, un manque, une projection. C'est un mécanisme de défense, conscient ou inconscient, souvent inconscient. Je me sens inférieur ou mal dans cette situation, dans ce moment, donc je rabaisse l'autre. Répétez-vous ou souvenez-vous autant que possible dans ces moments-là, ce n'est pas à propos de moi, c'est sa perception déformée par sa propre douleur, par sa propre histoire. Alors je sais, c'est un point qui n'est pas facile à comprendre et qui demande parfois aussi un peu de temps pour être intégré. Mais la critique de l'autre ne parle pas de votre valeur. Elle parle de sa perception déformée par sa propre histoire. Alors, les neurosciences montrent que le cerveau réagit à la critique
comme à une menace physique. Ce sont des études de Lieberman de 2013. D'où ce stress intense, même pour une remarque banale. Comprendre qu'à ce moment-là, l'autre est dans une projection, une défense, permet à la fois de désamorcer l'attaque et peut favoriser de fait l'empathie. Je ne dis pas que c'est facile, mais petit à petit, quand on intègre ces éléments-là, cela vient modifier la réaction. C'est Sigmund Freud qui disait, écoutez bien, ce que Pierre dit de Paul en dit plus sur Pierre que sur Paul. Je répète, ce que Pierre dit de Paul en dit plus sur Pierre que sur Paul. Gardez ça en tête, vraiment, vous êtes juste un miroir. Clé numéro 2, mettre des limites claires. C'est un chemin, un apprentissage aussi. Alors, sachez que la limite, c'est une barrière saine. Elle peut être dite doucement mais fermement ou de façon plus affirmée quand et si nécessaire. Je veux bien t'écouter, mais pas si tu es dans le mode reproche. Je me retire de cette conversation si tu continues à être dans le dénigrement. La psychologue Nadine Beaulieu rappelle que poser des limites claires diminue l'anxiété, favorise la sécurité émotionnelle et renforce l'estime de soi. Il est sain de dire « Je ne veux plus que tu parles de moi de cette manière. Je ne veux pas aller sur ce registre-là avec toi. » Poser une limite, c'est aussi dire « Je veux bien parler avec toi, mais pas sur ce ton. » Ou « Si tu continues dans le reproche, je m'en vais, je mets fin à la conversation. » C'est un acte d'amour pour soi. Poser des limites, c'est choisir la paix plutôt que la complaisance. Et je vous invite vraiment aussi à réfléchir où parfois vous choisissez plutôt la complaisance. Et pourquoi vous choisissez plutôt la complaisance? Clé numéro 3, ne pas nourrir le feu. Alors, quand la critique fuse, un des grands pièges dans lequel nous tombons tous et toutes, parfois, c'est de rentrer dans le jeu. La CNV, communication non violente, développée par Marshall Rosenberg, invite à ne pas réagir par la même énergie, mais à chercher, écouter, respecter le besoin caché derrière la critique. Ça peut être « Ok, je t'entends, ce que tu dis t'appartient, je ne me sens pas concerné », par exemple. C'est simple, clair et désengageant. Face à l'attaque ou au sarcasme, le réflexe est souvent de se justifier ou de se défendre. Mais parfois, le silence est plus puissant ou un simple « Tu as ton point de vue, je le respecte mais ne le partage pas » ou « Merci de me partager ton point de vue ». Clé numéro 4. Accueillir vos émotions, nos émotions. Alors effectivement, face à la critique, des fois, on est chahuté. On est chahuté, ça vient activer des blessures, ça vient activer de la douleur. Ce que je vous invite toujours à faire, c'est au plus possible, parce que c'est vraiment ce que je pratique, ce que je partage, ce que je transmets, c'est d'accueillir la douleur autant que possible avec bienveillance. Il y a des études en psychologie positive, notamment celle de Barbara Fredrickson, qui montrent que reconnaître et nommer une émotion permet de réduire son intensité. C'est ce qu'on appelle l'effet d'étiquetage émotionnel. Prendre un temps pour soi, si possible assez vite derrière ce moment-là, ou au moment encore mieux, pour identifier « je ressens quoi là ?» De la colère, de l'agacement, de la fatigue, de la lassitude, de la déception, de la culpabilité. Prenez le temps pour identifier ce qui se passe à l'intérieur de vous.
Laissez votre corps l'exprimer. Vous pouvez écrire, dire. Vous pouvez aussi, bien sûr, le jouer, le laisser vivre à travers votre corps, danser l'émotion qui est là, bouger, faire du mouvement, ou alors, au contraire, vous poser, méditer. Selon l'émotion, on n'a pas toujours les mêmes aspirations et les mêmes besoins d'accompagnement. J'aurai l'occasion d'y revenir. Mais quoi qu'il en soit, mettez-vous à l'écoute de ce qui vit en vous. Observez sans jugement comment cela a existé, vit. Comment est-ce qu'elle vit cette émotion en vous? Et juste observez. Observez, ça va permettre de faire ce pas de côté et puis petit à petit, vous allez pouvoir réguler. Clé numéro 5. Revenons à nos vérités intérieures. Revenir à votre vérité intérieure. C'est quoi la vérité intérieure? Qui êtes-vous au-delà de ce qu'on dit de vous? Parfois, vous avez l'impression de vous connaître, de savoir qui vous êtes. En accompagnement, je me suis souvent rendu compte que c'est peut-être pas si clair que ça, que vous n'êtes peut-être pas si sûr de qui vous êtes. Pourtant, dans ce genre de situation, savoir qui l'on est extrêmement soutenant. Ancrez-vous dans votre authenticité autant que possible. Vous savez quelles sont vos valeurs, ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous valez. Vous en prenez la responsabilité. Vous n'avez rien à prouver à personne. Une étude menée par Christine Neff en 2003, pionnière de l'autocompassion, montre que la bienveillance envers soi-même augmente la résilience face à la critique extérieure. Alors vraiment, autant que possible, rappelez-vous que vous êtes déjà légitime et que votre valeur n'est pas négociable. Je sais que c'est un chemin, mais je vous dis souvent, quoi qu'il advienne, vous avez de la valeur. Vous pouvez aussi vous poser cette question. Quelle est ma vérité, loin de son regard? C'est Steve Jobs qui disait « Votre temps est limité, ne le gaspillez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. » Je répète, votre temps est limité, ne le gaspillez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Clé numéro 6. Déjouer la comparaison qui est un poison. Alors, vous le savez, vous l'avez compris, la critique, elle vient souvent de la comparaison. Tu es ceci, moi je suis cela, moi je fais ci, et toi tu fais pas ça, etc., etc. Et le mécanisme est ceci. Je suis cela est toxique. Vraiment. Donc, sortez du jeu des comparaisons. Chaque parcours est unique et votre lumière ne fait pas d'ombre. Elle éclaire et elle est unique. Donc, vous ne faites de l'ombre à personne. Une étude rapportée par Psychology Today révèle que 75% des femmes ressentent une baisse d'estime après avoir été comparées ou jugées. Vous n'êtes pas la version de la réalité de l'autre. Vous êtes vous et c'est très bien ainsi. Encore une fois, vous êtes unique. La lumière des autres ne diminue jamais la vôtre. Quant à la comparaison, je vais en reparler un tout petit peu. Rappelez-vous qu'elle n'a de sens que si elle est prise dans le sens d'être une source d'inspiration. Par exemple, ok, vous pouvez vous comparer avec quelqu'un que vous trouvez inspirant par son comportement, son histoire, sa façon de parler, sa façon de se tenir, la bienveillance qu'il dégage ou qu'elle dégage, etc., etc. Et dans ces cas-là, la comparaison est une source d'inspiration.
Et là c'est OK. Mais si c'est pour être dans du dénigrement, pour fragiliser l'estime de soi d'une façon consciente ou inconsciente, dans ces cas-là, la comparaison est toxique. Clé numéro 7. Cultiver la compassion sans se sacrifier. Oui, la personne qui critique est une personne qui souffre. Oui, son comportement a une explication. Oui, c'est vrai. Mais non, vous n'êtes pas obligé de vous exposer en permanence à cette énergie. Vous pouvez comprendre la douleur de l'autre sans forcément avoir envie de la supporter et ou de l'absorber. L'empathie est une force. Lorsqu'elle devient surinvestie, elle mène au burn-out empathique. Cela a été démontré notamment dans les professions aidantes. Oui, aussi, elle projette. Mais votre rôle dans ce moment-là n'est pas de la réparer. Vous pouvez comprendre sans absorber, aimer sans vous nier. Clé numéro 8, très importante aussi, écoutez bien, reconnaître les progrès. J'en parle souvent, c'est important, comme dans un couple ou toute relation, savoir se dire ce qui va comme ce qui ne va pas, les progrès, même si chacun y associe une symbolique émotionnelle qui lui est propre, bien évidemment. Alors, je vais en profiter pour souligner aussi les progrès de cette situation qui s'est passée mardi dernier. Ces progrès à elle, c'est d'avoir su dire, après mon recadrage, ou en tout cas avoir pris le contre-pied en disant mais oui, c'est vrai, t'as raison de toutes les façons, je sais rien faire, je fais rien, je suis jamais présente. Mais son progrès à elle, c'est d'avoir su dire, comme elle avait déjà fait quelques semaines et quelques mois auparavant, c'est vrai, nous sommes complémentaires. Et j'avais d'ailleurs été très étonnée, et j'avais vu ça comme un signe de possible progression dans l'évolution de notre relation. Alors oui, on est complémentaires, même si des fois cela dérape. Et merci à elle d'avoir su et de savoir aussi, de dire publiquement et se le rappeler. Et puis les miens sur cette situation, c'est d'avoir su justement repositionner, faire ce switch. C'est aussi d'avoir posé une limite claire, même si ça a activé chez elle une perception défensive. C'est bien sûr la prise de contre-pied dont je vous ai parlé, qui a remis la perspective d'une autre réalité. Et puis c'est l'humour et l'autodérision, parce que chez moi, c'est une façon de faire des pas de côté. Prendre les choses avec une forme de légèreté ne veut pas dire ne pas être sérieuse ou ne pas faire les choses consciencieusement ou ne pas être là. C'est juste que j'ai pris une distance émotionnelle et réactionnelle dans ces moments-là suffisante pour pouvoir remettre un peu de légèreté, d'humour, de sourire, de distance. Je vous ai promis un petit bonus, alors le voilà. C'est savoir dire stop sans culpabiliser. Pourquoi ? Quand vous posez un stop, on l'a vu, l'autre réplique à l'attaque. On a vu aussi que ce n'est pas votre responsabilité. C'est le signe que votre parole fait bouger une dynamique figée. Figée chez l'autre. Vous pouvez dire « J'entends que tu n'aimes pas que je dise stop, mais je ne peux plus accepter d'être constamment dans le reproche public. C'est non maintenant, ça suffit. » C'est ferme, calme et sans agression. C'est votre pouvoir.
Ce n'est pas parce que l'autre perçoit votre nom comme une attaque que vous devez vous excuser d'être qui vous êtes, d'exister. Vous pouvez aussi répondre « Je sens que tu ne supportes pas mon désaccord, mon positionnement, mais je le maintiens. Je ne veux plus et ne peux plus être le réceptacle de reproches publics réguliers. » C'est clair, c'est posé, c'est aligné. C'est Marianne Williamson qui disait « Ce n'est pas parce que quelqu'un projette son ombre sur vous que vous devez éteindre votre lumière. » Je répète, ce n'est pas parce que quelqu'un projette son ombre sur vous que vous devez éteindre votre lumière. Nous voilà rendus à la conclusion. Alors oui, je sais, cet épisode, il est intime, il est fort, peut-être même remuant, confrontant, mais je sais aussi, vraiment par expérience, qu'il peut parler à beaucoup d'entre vous et d'entre nous. Mieux se comprendre, soit l'autre favorise l'empathie, la compassion, le pardon, l'amour, ou au moins la neutralisation de ce qui est négatif, l'apaisement, voire la guérison de ce qui est blessé. Nous faisons tous du mieux que nous pouvons. Alors vraiment, quoi qu'il se passe, restez fidèle à qui vous êtes, à vos valeurs, à votre lumière. Ne laissez personne redéfinir qui vous êtes. Vous avez le droit de poser un stop. Vous avez le droit d'exister. Et vous existez, quoi qu'il advienne, en dehors de la critique de l'autre. La critique n'est pas une fatalité. Elle peut être un déclencheur de conscience. Une invitation à oser se positionner, à affirmer sa lumière. Donnez-vous le droit de briller, d'être qui vous êtes, même si cela dérange. Et si le mot briller vous dérange à vous, allez voir pourquoi. Vous savez, les fameux 5 pourquoi. Et pourquoi j'aime pas briller? Et qu'est-ce que j'ai entendu quand j'étais petite? Faut pas faire de vagues, faut pas prendre de la place, tais-toi, c'est pas intéressant ce que tu dis, etc., etc., etc. Vous avez le droit d'être différente sans être jugée. Alors oui, mesdames, chères sereines, chers auditeurs, auditrices, explorez. Ressentez, rayonnez votre feu, votre lumière, même quand l'autre veut éteindre ce feu, consciemment ou pas. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a aidé, inspiré, merci d'avance de vos partages, likes, de vous abonner, d'en parler autour de vous, afin qu'ils soutiennent vraiment d'autres femmes, d'autres personnes qui en auraient besoin. Merci vraiment pour votre présence et à vendredi prochain.